image entre dans l'histoire du Tour, celle d'un homme libéré les bras en V. Un grand V pour une grande victoire sur les Champs-Élysées, la deuxième d'Alberto Contador sur un Tour de France. Armstrong le retour, de retour sur le Tour, impensable, inimaginable retour, une tempête médiatique. 21 étapes et 6 pour un seul homme, originaire de l'île de Man, né sur une piste un peu fantasque, mais surtout le plus grand sprinter du monde. Mark Cavendish affole les compteurs et bientôt les records. 3459 km, 21 étapes dans le sens des aiguilles d'une montre. 6 pays traversés, des images plein les yeux. Un autre regard qui fait du Tour de France un mythe. « 16h20, la planète cyclisme est en effervescence. Un retour inattendu, mais pari tenu. Le septuple vainqueur du Tour est bien de retour, pas juste pour un petit tour. Le coureur américain vient pour gagner. Monaco, cadre rêvé pour un duel annoncé, ceux qui font la légende du Tour. Tout nouveau champion d'Espagne, Alberto Contador, vêtu de son habit de lumière, éclaire les 15 km 500. Le Tour 2009 se veut original, lui veut le gagner une deuxième fois. Autant en emporte le temps. La principauté de Monaco redécouvre un prince, celui du chrono. Après une éclipse de quelques mois, Fabian Cancellara, champion olympique à Pékin, écrase le contre-la-montre. Spartacus est de retour. Le Suisse, comme il l'avait fait à Liège et à Londres, devient le premier maillot jaune du Tour, un départ en fanfare. Les 10 premiers du jour seront bien les animateurs du Tour. La mer et le bleu dans les yeux, l'eau élément central dans la physionomie et la construction de la première semaine du Tour. Deuxième départ de Monaco et premier regard de star. Son Altesse, Sérénissime, le Prince Albert coupe avec Christian Prudhomme un ruban symbolique. Le Tour dit au revoir à la principauté. Un grand départ comme on ouvre un livre. Deuxième chapitre d'un feuilleton pensé pour qu'on ne connaisse le nom du gagnant que 3 semaines plus tard sur les champs. Un parfum de sud plane sur le Tour, mélange de lavande, de vigne et d'olivier. L'histoire retiendra que le plus petit par la taille du Tour est aussi le premier attaquant du jour, le premier attaquant du Tour. Samuel Dumoulin, 1,59 m, victorieux l'an passé à Nantes, emmène avec lui le Néerlandais Stef Clement, le Français Cyril Decel et le Finlandais Jussi Väikänen. C'est la première échappée du Tour. Le peloton quitte Monaco et entre en France. Les kilomètres défilent. C'est la longue descente vers Nice. Nice, traversée par la magnifique et légendaire promenade des Anglais. Magie du Tour, même en juillet. Ils sont nombreux à vivre dans la région. Même Lance Armstrong y a passé quelques mois et conserve des attaches. Mais même pas un regard pour le bord de mer. Leurs pensées sont occupées par des maillots verts ou des maillots à pois. Sprint intermédiaire, meilleur grimpeur. Les petites histoires d'un tour font souvent les grands tours. Et les chutes font partie de la vie des coureurs, pourtant durs au mal, héros du bout du peloton, obnubilés par le défilé des Champs-Élysées que certains ne verront jamais. Le Belge Jurgen van de Waal, clavicule brisée, terminera, mais ne repartira pas. Histoire de côte ce dimanche-là, la route s'élève, les battements de cœur aussi, à bloc et à fond les pulsations, juste le temps de prendre quelques points pour un maillot blanc à pois rouge. Un tour déjà sans pitié. Les favoris tremblent. Frank Schleck, genou douloureux au départ, tombe heureusement sans gravité. Le luxembourgeois est candidat à un podium à Paris. Encore quelques points à prendre.
Et au bout de la route, un futur grand bonheur. Le coureur de la FDJ entre dans l'histoire du Tour comme le premier Finlandais, porteur d'un maillot spécifique sur la grande boucle. C'est la fin de l'aventure pour le Quatuor, qui voit partir à sa droite un jeune Russe. Champion olympique sur piste à 19 ans, champion du monde du contre-la-montre. Mikhail Ignatiev porte le maillot de la nouvelle équipe créée en janvier 2009, l'équipe russe Katusha. Rouler c'est son domaine, mais le Tour en ses premiers jours préfère les sprinteurs. Brignoles, première fois ville arrivée, découvre un train blanc millimétrique, un virage délicat, ne peut même pas désorganiser. Tout est calculé pour lâcher aux 200 mètres une fusée. L'anglais Mark Cavendish, né sur la piste et sur l'île de Man, irrésistible finisseur, conscient que sans ses copains, il n'est rien. Mark Cavendish a de Paris, ramener le maillot vert à Paris et gagner à Paris. La hiérarchie des hommes rapides est en place et les Français démarrent en trombe. 3 dans les 10 premiers, Feyu, Bonnet, Mondori. La hiérarchie du samedi n'a pas bougé le dimanche, éternel refrain d'un tour commençant, à peine commencé. Au Bonne-Mère se profile l'étape des ports, du vieux port si célèbre à Marseille, vers une arrivée face au port de la Grande Motte. Deuxième jour en jaune pour Fabian Cancellara, premier en vert pour Mark Cavendish. Et première crevaison pour le Dossard 22, le plus observé. Troisième départ donné, étape lancée, une fois encore un quatuor s'envole. Et les Français sont de la fête. Maxime Bouet, Koen de Kort, Ruben Perez, Samuel Dumoulin. Et en ce début de semaine, début d'étape, plus pro et précis que jamais, décontracté mais appliqué comme jamais, Lance Armstrong est concentré. Il le sait, une route en bord de mer, aujourd'hui tout peut arriver. Et les deux coureurs français emmènent le groupe de tête vers les terres, avant que le Tour ne percute le sublime. Face à eux s'élèvent les Baux de Provence, village classé et labellisé comme un des plus beaux de Provence, une forteresse au pied des Alpilles qui a même inspiré Van Gogh, un musée à ciel ouvert. Les coureurs français donnent du rythme. Samuel Dumoulin, intenable en ce début de tour. Maxime Bouet, initiateur de l'échappée maillot jaune virtuel. Il est également le deuxième plus jeune du peloton. Mais l'allure est faible. Vent de face, mauvais présage pour les échappés. Tout le monde est en ordre de bataille. Un récent passé rappelle qu'un tour se perd si on s'égare. Tension palpable, même le maillot jaune s'offre un exercice de style. Là où la route soudain tourne à droite. Vent de côté, bordure annoncée, 30 km de l'arrivée. Ça claque au visage, juste un mètre a suffi pour une cassure. 30 coureurs échappent à la bordure. Popovic, le fidèle, demande l'autorisation de rouler. Feu vert de Lance Armstrong. L'expérimenté américain n'a pas manqué le bon coup et surtout il a vu. Il manque à l'appel. Sastre, le vainqueur 2008, Evans et surtout Contador. Les erreurs se paient cash. On en restera là. Voilà le premier fait de course du Tour 2009. Au final, une perte de 41 secondes. Au final, un drôle de sprint et un tapis rouge pour un homme en vert. Mark Cavendish, bis repetita, deuxième victoire déjà. Gagné pour lui, c'est simple, comme un coup de fil. 4 Français encore dans les 10 premiers de l'étape et du changement au classement général, sauf pour le maillot jaune, ce n'est pas parce qu'en Suisse il n'y a pas la mer qu'on ne connaît pas les vents. Le contre-la-montre par équipe est de retour. 4 ans après, un exercice de style.
Étonnant pour les suiveurs, surprenant pour les coureurs. Retour à la réalité dès le deuxième virage. L'exercice est rare et même le vainqueur du Tour d'Italie n'échappe pas à la chute. Denis Menchov se relève. Les B-Box, Bouygues Télécom tombe comme un château de cartes. Glissade, chute, dérapage. Rien n'épargne le peloton qui perd. Le néerlandais Roy Eckers opéré 7 heures à Montpellier. Personne ne joue la comédie sur la place du même nom. Le Tour a un deuxième rendez-vous avec le chrono et déjà l'ombre des Astana plane sur les 39 km. Le train blanc, si roulant, si performant les jours précédents. Malgré ses formidables rouleurs, Michael Rogers, Tony Martin ou Bert Grapsch, le champion du monde du contre-la-montre, termine 5e. L'équipe italienne, Liquigas a des ambitions autour de ces jeunes et talentueux Roman Kreuziger ou Vincenzo Nibali. La formation italienne étonne au fil des kilomètres, mais perd quelques éléments et quelques précieuses secondes, au point de terminer à 5, le minimum vital pour être classé finalement 4e. L'ombre des rouleurs, Leipheimer, Popovic et consorts planent sur l'étape. Et le duel s'engage. À distance, l'image est saisissante. Vous ne suivez pas l'équipe Saxo-Bank, pas vraiment, mais un TGV nommé Fabian Cancellara, le champion olympique du contre-la-montre, emmène son équipe dans une défense somptueuse de son maillot jaune. Le temps suspend son vol et le Suisse attend. Et il voit au loin un drôle de train, la meilleure équipe du monde dans cet exercice, les Garmin, où David Zabriskie se souvient en 2004 qu'il était en jaune et qu'il avait chuté. Ce jour-là, Armstrong n'avait pas voulu du maillot jaune. Ce jour-là, mardi 7 juillet 2009, le jaune ne va pas vouloir d'Armstrong. L'équipe Astana, première du classement par équipe, part donc en dernière, avec Alberto Contador en champion d'Espagne du contre-la-montre. Un Armstrong en Livestrong, le nom de sa fondation, une cohésion parfaite, un final étincelant et le meilleur temps. Lance Armstrong est de retour, 84e victoire sur une étape du Tour, où l'incroyable se confirme. Lance Armstrong se retrouve dans le même temps que Fabian Cancellara. Américains et Suisses sont départagés par le temps totalisé des deux coureurs depuis le départ, histoire de fractions de seconde. Pour 22 centièmes, le champion de Suisse conserve son maillot jaune. On ne le saura que plus tard, mais ce contre-la-montre si beau et si dur à la fois va figer la course, résumé par deux noms, Astana, Saxo-Bank. À Montpellier, classement général bouleversé, l'équipe Astana a 5 coureurs dans les 10 premiers. Fabian Cancellara n'en revient pas, il est toujours en jaune. Cadel Evans non plus, il a déjà beaucoup perdu. Et tout ça ne perturbe pas un Armstrong bien dans sa peau. Mark Cavendish se dit qu'une 3e victoire serait une excellente idée, mais il n'est pas seul. La preuve, Anthony Gélin, Marcin Sapa, Mirael Ignatieff, Albert Taimer, Ioni Utarovic et Thomas Vauclair tentent ce qui est tous les jours une aventure, dont le succès dépend toujours des choix du peloton ou de ses hommes forts. La preuve, Tom Boonen a dit pas trop vite. Le Tour de France arrive au pays Qatar. Tom Boonen, le champion de Belgique, transparent et en plus pas chanceux. Le bord de mer est proche et la caravane du Tour est nerveuse. Ici, tout est stratégie pour un maillot distinctif que la Française des Jeux veut garder le plus longtemps possible. Loin derrière une chute, apparemment anodine.
Robert Gesing, révélé par Paris-Nice, candidat à une place dans les 10 premiers souffles. Main gauche douloureuse, un long calvaire commence, fin de son histoire et de son tour. Maillot jaune en danger, haut et vent, rythme ses premières étapes. Avec un peloton encore en ébullition et encore coupé en plusieurs parties, mais cette fois, tout rentre dans l'ordre. Juste quelques minutes de frayeur. Les échappés sentent le retour d'un peloton en ordre de bataille avec une image désormais habituelle pour Mark Cavendish. La chasse à la victoire d'étape commence et pour ne pas se faire attraper, mieux vaut alors vite se sauver. Intelligence de course et finesse d'attaque. Tiblan, le surnom de Thomas Vauclair, formidable finisseur. Maillot jaune sur un tour passé, ancien champion de France, ajoute une ligne à son palmarès. Un rêve se réalise, Thomas Vauclair, premier français vainqueur sur le Tour 2009. Première victoire en solitaire sur le Tour et première défaite pour les sprinters. Il ne s'en est pas fallu de beaucoup, juste 7 secondes pour un immense bonheur. Et pour une fois, un classement général qui ne change pas. Le Tour quitte la France, mieux même, étape 100% espagnole depuis Riron où vivent bon nombre de coureurs, siège de l'équipe Garmin. La bataille pour les maillots distinctifs joue un rôle primordial cette première semaine dans l'écriture du scénario. Le peloton a ralenti, il est en discussion. Cette fois, il a laissé filer un trio avec 2 coureurs français, dont un baroudeur, Stéphane Auger, avec un rouleur, David Millar et Sylvain Chavanel. Un comble, il pleut sur l'Espagne, où le Tour est un combat de tous les instants. Sylvain Chavanel, élu le plus combatif du Tour l'an passé, voire venir dans la montée le plus combatif de 2007. On ne se refait pas. Ahmet Tchourouka, le Basque, ne veut pas rater cette étape-là. Et on retrouve encore un quatuor en tête, une mode cette année. David Millar, vainqueur du contre-la-montre 2000 au Futuroscope, formidable rouleur que la pluie ne dérange pas, grand voyageur, il est né à Malte, il a vécu à Hong Kong, amène le groupe aux portes de Barcelone, la ville de Gaudi, ville olympique d'art et d'histoire. Christophe Colomb semble indiquer le chemin, mais la pluie a refroidi les muscles et le temps fait son effet. Le peloton accélère, mais la route est glissante, forcément. Et forcément, elle envoie au sol quelques protagonistes. Première grosse chute sur la route du Tour, où David Millar sent le danger. Il abandonne ses compagnons d'échappée, lui le poursuiteur renommé, obnubilé désormais par la ligne d'arrivée. L'orage est tombé sur Barcelone et la chaussée ne semble guère apprécier. Le moindre écart est fatal, comme si parfois la route se cabrait au passage des coureurs. Désarçonné, comme un cow-boy de rodéo. Regardez, Tom Boonen ne sait plus à quel saint se vouer, lui que le Tour ne voulait pas. Après quelques écarts répréhensibles pour l'image du Tour, cela ressemble à une vengeance déguisée. Et devant, David Millar, seul contre tous, un combat inégal perdu par un homme de vertu. L'histoire s'écrit au-dessus de la ville. Une côte de 2 km, un effort violent. David Millar est absorbé dans la montée de Montrouich, le quartier haut de la ville. Un final tout en force, éblouissant devant une foule au bord de l'hystérie. Un homme du froid, skieur à 16 heures, semble glisser sur la chaussée détrempée au bout de l'effort. Cage thoracique, jambes en feu, Tourouchov offre à l'équipe Cervélo la toute première victoire sur le Tour de son histoire. Une de plus pour lui, une belle de plus. Lui le sprinter qui sait tout faire.
Barcelone-la-Belle, capitale de la Catalogne, ville de football, d'un Barça champion d'Europe, attend avec impatience de revoir le Tour. Elle qui avait sacré en partie Bernard Hinault ou Laurent Jalabert avant leur victoire sur la Vuelta, le Tour d'Espagne. Quitter Barcelone n'est jamais facile, on s'attache vite à cette ville merveilleuse, mais il le faut. Le Tour entre dans les Pyrénées, premier coup de pédale vers la haute montagne et drôle de journée pour un maillot de meilleur grimpeur nommé Stéphane Ogier. 5e jour en jaune pour Fabian Cancellara, Mark Cavendish a vu à Barcelone se rapprocher la menace Touruchoff. Mais en ce vendredi, on attend les grimpeurs et la folie s'empare du peloton qui s'attaque à la plus longue étape du Tour. Brice Feillu, le grand petit frère de Romain, lance l'échappée. On retrouve des grimpeurs et un Italien, ici Rinaldo Noscentini, le mieux placé au classement général. Le Tour file vers sa deuxième principauté, tourne, monte, descend. Et une image figée pour l'éternité, un peu de fraîcheur dans une atmosphère plus digne du Sud. Sur le bord de la route, une foule flamboyante, passionnée, amoureuse du Tour. Mais les choses très sérieuses commencent. Nous ne sommes plus dans la stratégie d'étape, mais du Tour. Un Tour qui s'arrête, mais pied à terre. L'image est rare, la faute à une foule passionnée. L'image est belle, beau Tour de France vu du ciel. Un jour compliqué pour le maillot jaune, dont on sait qu'il pourrait quitter le Suisse Fabian Cancellara, un peu grimpeur, formidable rouleur, comme l'équipe Astana, mais surtout le Suisse, génial descendeur. On ne sait plus s'il est sur un vélo ou déjà sur une moto. Une simple crevaison, un ultime changement de vélo, et le Suisse repart défendre ce si beau maillot. Christophe Kern sent que l'échappée est sur la bonne voie, la tension monte, les visages se ferment. Et l'échappée passe la frontière, deuxième principauté visitée. Ce n'est pas le jour des rouleurs ou des maillots distinctifs. De cet amas sort un maillot vert, heureusement chute sans gravité. Devant la course en balle, premier lâché, les deux F, Fleccia, Feillu. Le Français devant Christophe Riblon se sacrifie pour son leader italien Rinaldo Noscentini, qui rêve d'un maillot jaune. Brice Feillu, néo-pro dans feu l'équipe Agritubel, revient et même repart, maillot, grand ouvert, grimpeur né, il va défier les grands. Arcalis, 10 km de spectacle, la fin d'une aventure en jaune pour Fabian Cancellara, 10 km d'attaque. Et le sacre pour un inconnu, Brice Feillu en passe de se faire un prénom, en train de donner à la France une deuxième victoire sur le Tour. Déjà. Même pas le temps de savourer. 2 km plus bas, Alberto Contador a placé son attaque, un coup de rein irrésistible. Et 21 secondes de grappiller aux principaux favoris. Et à son ennemi. Mais il lui manque 6 secondes pour un maillot jaune. À 31 ans, pour son premier tour, un Italien bonne mine devient le deuxième maillot jaune de ce Tour de France. Rinaldo Noscentini sourit à la vie. Et encore 4 coureurs français dans les 10. Un doublé Brice Feillu, Christophe Kern. Personne ne l'aurait imaginé. Le rêve en bleu, blanc, rouge continue. Classement général totalement bouleversé. Les favoris prennent place.
Pas de répit, sortir d'Andorre impose de grimper tout de suite pour ce maillot à pois que porte pour la première fois de sa vie Brice Feilly, héros d'un jour. Ce premier maillot jaune que porte aussi pour la première fois Rinaldo Nocentini. Port signifie col. Le port d'Envalira, mythique, sur la route du Tour. Sylvain Calzati attaque. Derrière, déjà, la journée s'annonce difficile pour ceux qui n'aiment pas grimper. Mark Cavendish en fait partie. Début du port d'Envalira. Sandy Cazard, le francilien, tente seul sa chance. Un départ en fanfare, dont se serait bien passé l'équipe française, AG2R la mondiale. Sandy Cazard n'imagine pas derrière lui un peloton déjà en effervescence. Il ne sait pas que Cadel Evans, deuxième l'an passé, a osé attaquer. L'Australien a changé depuis le Dauphiné sa mentalité. Un départ en fanfare, un feu d'artifice en sortant d'Andorre. Où Sandy Cazard passe le premier col seul en tête. Juste derrière, Christophe Kern, le coureur de la Cofidis, deuxième à Arcalis, rêve toujours du maillot à pois. Toutes les forteresses semblent aujourd'hui trembler. Et une descente à tombeau ouvert, où Evans continue une attaque surprenante, voire même étonnante. Elle oblige la formation Astana à la défense d'un éventuel futur maillot jaune qu'elle n'est pas pressée de prendre. Sandy Cazard un peu moins seul dans la descente. L'Australien Cadel Evans est toujours là, mais son coup de panache gêne ceux qui ont envie de partir. Torushov s'en moque. Le formidable descendeur norvégien, le meilleur sans doute du peloton, après sa victoire d'étape, s'en va à la conquête du maillot vert. Et Sandy Cazard repart, lui. Nous sommes au col de Port. Indéniablement le français a fin de victoire. Cadel Evans, lui, a finalement attendu sagement le peloton. Un peloton toujours aussi agité. Un peloton où Andy Schleck accélère. Il rêve de gagner le Tour de France 2009. Drôle de premier jour en jaune pour Rinaldo Nocentini. À l'avant, le col d'Agne, dit d'Agnès pour certains, mais pas de polémique, finit d'établir la hiérarchie du jour. Vladimir Efimkin emmène Mikel Astarloza le Basque et Luis León Sanchez, l'Espagnol. Derrière, Armstrong décide. Il reste le virtuel patron du Tour, avec son fidèle lieutenant, Jaroslav Popovic. Pas un instant de répit, pas un instant où l'équipe Saxo Bank et l'équipe Astana s'observent, décident, accélèrent, rendent la course de plus en plus difficile. Sandy Cazard est de retour devant dans la descente, où le peloton est enfin, ouf, en ordre de marche. Vladimir Efimkin n'a pas mis un coup de pédale de la journée normale. Il protège le maillot jaune dans l'équipe. Il se dit qu'après tout, une victoire d'étape, ça vaut certainement le coup. Alors le Russe vexe tout le monde. Cohabitation jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée où Sandy Cazard attaque trop tôt, trop loin à 300 mètres. Une aubaine pour le talentueux espagnol Luis León Sanchez, dont la première pensée va toujours à un frère disparu dans un accident de quad. Immense émotion pour le vainqueur de Paris-Nice. Il sera accueilli dans quelques instants par Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France. Pour la 5e fois de sa carrière, Sandy Cazard est deuxième. Rinaldo Nocentini a souffert pour une première, mais il peut rêver. Maintenant, passer une semaine en jaune, le plus dur est fait.
Le Tour quitte les Pyrénées. Un ultime regard, avec au fond 2 noms mythiques encore à passer, Aspin, Tourmalet. Le vainqueur 2008, Carlos Sastre, se sent mal aimé et vit dans l'ombre cette première semaine. Marqué tous les jours par de nombreuses attaques. Ce dimanche-là, il faut plus de 2 heures avant d'y voir enfin clair. Et une fois encore, un quatuor sort 4 mousquetaires sous la même bannière. Jens Voigt, Franco Pellizotti, Leonardo Duque, Pierrick Fédrigo. Une belle échappée avec d'anciens vainqueurs déjà sur le Tour de France. Ou encore Franco Pellizotti, 3e du dernier Tour d'Italie. Les 4 hommes s'entendent à merveille. Un quatuor parti pour une drôle d'aventure. Mais dans l'Aspin, les contre-attaques fusent. Laurens ten Dam, le néerlandais des Rabobank, organise un contre très orangé. Avec lui se découvrent les hommes de l'équipe Euskaltel-Euskadi. L'Aspin, où Franco Pellizotti se dévoile. Le champion italien a un objectif, prendre le maillot à poids pour passer dans 15 jours, avec en Italie. Pellizotti, toujours brillant sur le Giro, va vite comprendre que ce maillot intéresse un Espagnol, Egoy Martinez. Duel de titans aussi, pour un maillot blanc à pois rouge. L'Aspin, 1490 mètres avant une longue descente. Et l'arrivée sur les premières pentes du mythique Tourmalet. Fatal, d'abord au Colombien, Leonardo Duque, réputé sprinter. Plus surprenant, l'Allemand, Jens Voigt, laisse partir Pellizotti et Fédrigo. Le duo s'entend à merveille et traverse la Mongie, une fois encore, noir de monde. Au fond, ils aperçoivent le Tourmalet à 2115 mètres. Les grands du Tour, attentistes, frileux, omnubilés par une 3e semaine dantesque, escamotent les Pyrénées. Rinaldo Nocentini, le coureur italien, est sur la défensive. Mais il sait qu'il va conserver son maillot jaune. Pellizotti court toujours après ce maillot blanc à pois rouge. Le Tourmalet, à 70 km de l'arrivée, on comprend que cela est aussi freiner les ardeurs. Dans la descente, le néerlandais Laurens ten Dam sort de la route. Heureusement, plus de peur que de mal. Dans la descente, le peloton ramasse tout le monde, absolument tout le monde. Et un scénario se dessine. Inimaginable au départ, il devient pourtant une réalité. Incroyable. La 3e étape des Pyrénées va peut-être se jouer au sprint. Objectif avoué des Rabobank pour Oscar Freire, des caisses d'épargne pour Joachim Roras. Un formidable bras de fer à distance et un écart qui ne cesse de diminuer. Mais Fédrigo et Pellizotti s'accrochent, se battent, unis dans la douleur. Il y a une justice pour l'audace. Le peloton ne reviendra pas. Une première victoire pour les 2 hommes avant un formidable défi avant de se défier au sprint à Tarbes. Fédrigo pour un boyau permet à la France d'obtenir sa 3e victoire sur le Tour, du jamais vu en une semaine depuis fort longtemps. Le coureur de Marmande offre un 2e succès au B-Box Bouygues Télécom de Jean-René Bernaudot. Oui, Oscar Freire était bien à 2 doigts de gagner à Tarbes. Le mot du jour reste Pyrénées escamotées. Et 2e victoire d'étape sur un Tour de France pour l'ancien champion de France.
La journée de repos à Limoges n'a pas apporté de sérénité au duel un peu caché entre Armstrong et Contador. Nocentini, lui, rêve d'une semaine plus calme, mais toujours en jaune. Une étape où l'UCI, l'Union cycliste internationale, teste, ça se voit, l'absence d'oreillettes. Drôle de voyage au centre de la France. Mais les stratégies ne changent pas. Même maillot, même habitude et même d'anciens baroudeurs. Et une chose ne change pas. Quand une échappée se forme, en général cette année, ils sont 4. Benoît Vaugrenard, Thierry Huppon, Miraël Ignatieff. Certes, ils ne sont que 3, mais pas pour longtemps. Un passage à niveau ramène le 4e, un ancien Sam Dumoulin, toujours à l'attaque, sacré tempérament. Un 14 juillet, par tradition, on rêve d'une victoire française. Cela est déjà arrivé 28 fois, la dernière fois, en 2005. 3 Français dans ce quatuor reconstitué. Mais l'échappée ne prend pas d'avance. La faute aux consignes, même sans les oreillettes. Le peloton occupe toute la largeur de la route. Le moindre incident peut être fatal à un coureur. Kurt Halle Arvesen, le champion de Norvège, grimace. Clavicule douloureuse, clavicule cassée. Un coup dur pour les frères Schleck. Kurt Halle Arvesen courageusement termine l'étape, mais il ne repartira pas. On rêve d'un feu d'artifice, mais sans oreillette, une nouveauté mal appréciée, la course joue les escargots. La polémique d'une première étape sans son fait beaucoup parler. Scénario totalement transformé. Miraël Ignatieff, pourtant formidable rouleur, ne roule jamais. Le matin, les directeurs sportifs de certaines équipes ont parlé. Échappé, voué à l'échec. Et cette drôle d'étape se termine bizarrement. Issoudun, pour une première arrivée dans la ville du vice-champion olympique de vitesse par équipe, Kevin Siro, habitué aux vitesses folles, attend longtemps le dénouement. Un dénouement classique, seul moment classique du jour, et pas besoin d'oreillette pour recevoir l'ordre de rouler. Regardez, Bernard Heisel commande, embraye et met le train Columbia sur les rails. Et personne, absolument personne ne peut rien faire face à un véritable rouleau compresseur. Thierry Huppon tente bien, il sera rejoint à 1 km de l'arrivée. Parce que derrière, chacun connaît son rôle, chacun connaît sa place. Et son objectif, ouvrir les portes de la victoire en grand au petit Mark Cavendish. Un TGV pressé et pas à une facétie près. Un zeste chambreur sur les bords, mais toujours excellent camarade. 3e victoire pour la fusée anglaise. Lui aussi, comme Kevin Siro, né sur la piste, mais celle de Manchester, en Angleterre. Oui, Nocentini a passé une journée tranquille, enfin. Affaire de sprinter à Issoudun et classement inchangé au centre de la France. Vatan, le nom est bien trouvé pour un départ. Vatan, rendez-vous l'an dernier des communes au nom burlesque. Le Tour est à mi-chemin entre Monaco et Paris. Voici l'étape des plus petites villes du Tour, 3800 habitants à L2.
Le Tour, qui n'a eu que 2 leaders à ce jour. Le Suisse, Fabian Cancellara, et désormais l'Italien, Rinaldo Nocentini. Le champion du Luxembourg s'amuse, normal. Le kilomètre 0 est annoncé. Et le premier attaquant est un Japonais. Le Tour continue de se mondialiser. 2 Japonais sont au départ. Un événement retentissant au pays du soleil levant qui rêve même d'organiser un grand départ du Tour. Le Tour rend fou et devient fou. Une arche se dégonfle et le peloton s'arrête. Image assez rare tout de même. Rapidement, la course repart et un homme toise le peloton, le plus grand du Tour. Le Belge Johan van Sommeren, il mesure 1,97 m. Il emmène le Polonais Marcin Sapa. Mais le peloton veille tout en blanc pour défendre un maillot jaune ou récupérer un maillot vert. Tout roule jusqu'à une énorme chute au milieu du peloton. 43 coureurs à terre ou retardés et 21 plus ou moins touchés. Le Portugais Da Costa ici, à l'épaule, le Russe Efimkin, à hauteur du médecin au visage. Nouvelle tension sur la route du Tour, jour de fête au bord. L'imagination de certains de quoi surprendre, l'image du duo de tête aussi. Deux coéquipiers modèles, même discrets, unis dans la même galère. On le sait, Lance Armstrong apprécie le talent du jeune Andy Schleck. On les a beaucoup vus parler, ensemble, dans le peloton. On parle sans doute de 2010, peut-être de la nouvelle équipe du champion américain. On parle avenir, celui des 2 hommes de tête est compromis. Celui d'Egoy Martinez, actuel meilleur grimpeur aussi. Pelizzotti rêve de lui enlever son beau maillot. Le duo ne se fait plus d'illusions sur les longues lignes droites de l'Inde, de la Nièvre et pour finir de Lyon. Derrière, on ne réfléchit plus, il est l'heure. La chasse commence, le retour se précise. Et la belle aventure s'arrête. À 5 km de Saint-Fargeau, la ville la plus proche de Paris en dehors de Montreux le dernier jour. Et bien sûr, le scénario est immuable. Le dernier étage de la fusée Columbia est mis sur orbite, jour particulier pour Mark Cavendish, avec 4 victoires. Il fait aussi bien que l'an dernier. Le vainqueur de Milan-San Remo est un roman à lui tout seul. D'ailleurs, une biographie de plus de 300 pages lui sera bientôt consacrée. Il n'a que 24 ans. L'Anglais devance 2 coureurs brillants, Farrar et Utarovic. Il retrouve le podium et surtout un maillot vert, trop vite perdu à son goût. Le maillot jaune, lui, ne change pas d'épaule. Coup de tonnerre, non, une première pour cette ville inédite sur le Tour. Une étape de plaine où le maillot vert est roi encore et toujours. Une bagarre physique et psychologique entre les 2 candidats à ce maillot. Mark Cavendish, Tourouchowsk, l'Anglais, un zeste plus vite que son adversaire. Même chose, quelques kilomètres plus loin, pour un autre maillot, celui de meilleur grimpeur. L'Italien Pelizzotti ne lâche rien et se bat pour tous les points pris à payer pour ramener ses maillots sur les Champs-Élysées. 2 duos pour 2 maillots. Ces luttes, plus que jamais, influencent le déroulement de la course. Pelizzotti et Martinez ne se sont pas arrêtés. Et on les retrouve dans l'échappée avec notamment 2 Français, Sylvain Calzati et Laurent Lefebvre. 7 coureurs, que des bons coureurs et une belle bagarre en perspective, mais le Tour, ce n'est pas la guerre. Le Tour de France fait le tour de la France et des clins d'œil à son histoire. Le général de Gaulle était venu voir passer le Tour. Le maillot jaune s'était arrêté. Aujourd'hui, le Tour traverse Colombey les 2 églises.
Mais le Tour n'a pas le temps. Pas le temps cette fois de s'arrêter. La fin d'étape est dure. 3 côtes en 20 km. 3 côtes, terrain idéal pour une lutte de grimpeurs. La balance penche vers l'Italie. Pellizotti, point par point, revient tout près du porteur de ce maillot toujours autant convoité. Journée de transition, si on peut dire. Même une crevaison ne peut pas affoler Lance Armstrong. Plus serein, plus calme peut-être que jamais. Le Tour attaque les derniers kilomètres avec toujours cet homme en tête. La dernière difficulté du jour, la côte de Bourmont. Un vrai petit mont, très court, mais ô combien impressionnant. Stéphane Goubert, en vieux soldat normal, un jour comme celui-ci. Il a 38 ans et joue aux équipiers modernes. Niki Sørensen, lui aussi est un équipier modèle, notamment des frères Schleck. Il prend la poudre d'escampette, un seul a flairé le coup, Sylvain Calzati, ancien vainqueur d'étape sur le Tour et de retour après un hiver triste comme un ciel gris. Sylvain, le Lyonnais, plus italien que français, fragile mais si attachant, garçon sacré tempérament, mais il a moins couru en début d'année. C'est même un miracle de le retrouver là, il a failli abandonner le cyclisme. Un peu court sur le Tour, sans appel. Le Danois place une accélération. Calzati laisse son cuissard de la selle, mais vouloir parfois, ce n'est pas toujours pouvoir. L'histoire pour cela est finie. Une fin heureuse pour lui. 22 km de bonheur pour un serviteur de la Saxo-Bank depuis bien longtemps. Il suffit de fixer son regard pour comprendre ce que gagner sur un Tour de France procure comme sensation. Laurent Lefebvre termine deuxième, Mark Cavendish se bat pour un petit point et son maillot vert. Niki Sørensen remporte sa 14e victoire de sa carrière, sa première sur un Tour de France. À n'en pas douter, la plus belle. Niki Sørensen qui retrouve la Lorraine. 3 Français encore dans les 10 premiers. Et la déception du nordiste Laurent Lefebvre. Et un classement général toujours identique. Étape numéro 13, un vendredi, ça sent le piège dans les Vosges. Avec 3 vrais cols, un piège que la veille, Levi Leipheimer n'a pu éviter. Une chute, une radio, une fracture. L'ami de Lance Armstrong repart aux États-Unis. Coup dur pour l'équipe Astana et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il pleut sur cette étape délicate. Il pleut et surtout pour la première fois il fait froid. 7 hommes partent à peine le drapeau baissé. Pas tout à fait, ils sont au kilomètre 3. Christophe Moreau connaît la région, Sylvain Chavanel a envie de la découvrir. Belle région. Et une étape autour de Münster avant de plonger sur Colmar. L'essorage en ce jour de pluie se fait au fil des kilomètres. Ils ne sont plus que 3, Rubén Pérez, l'Espagnol. Sylvain Chavanel, le Français. Et Heinrich Hausler, le voisin allemand. Ici, même un jour de pluie, les cigognes n'oublient pas de saluer le Tour. Et elle voit au loin un homme à la peine, rythme trop élevé. Le Basque. Rubén Pérez recule. On ne sait si les deux hommes se parlent, juste sans doute quelques mots, et l'envie d'aller le plus loin possible. L'aventure est longue, l'aventure est belle. Brice Feuillu a compris
Il revient, lui qui vient de gagner Arcalis, le néo-professionnel. Mais trop tard. Pourtant devant, impossible d'aller plus loin. L'aventure est longue. Chavanel souffre du froid d'une petite fringale. Et le rouleau compresseur, Hausler, dévale vers Colmar. Visage marqué, fatigué. Le Français craque sans regret. Comment en avoir? Tant le coureur, né à Cottbus, impressionne. Histoire d'Heinrich Hausler, né d'un papa allemand et d'une maman australienne, où il a longtemps vécu et où il retournera vivre. Il se sent australien. Mais à 14 ans, après une longue discussion avec son père en vacances, il décide d'apprendre le vélo en Allemagne sur la piste de Berlin. Un choix draconien. À 24 ans aujourd'hui, il récolte le fruit de ce sacrifice. Cette vie, il l'a choisie. On le sait sprinter, capable même de titiller Cavendish à Milan-San Remo. 22 victoires déjà. Et son jour de gloire. Un numéro grandiose, une échappée de 197 km, plus de 61 km en solo. Ce jour-là, il avait enfilé l'habit du héros. Mais même les héros craquent. Heinrich Hausler, dévasté par l'émotion. 7 minutes. 7 minutes avant l'arrivée du peloton. 4 avant celle de Tchourouka. 6 avant Brice Feillu. Un des grands exploits de ce Tour de France. La déception d'Ahmed Tchourouka, éternel attaquant, de Brice Feillu, revenu un peu tard, et le sourire d'Heinrich Hausler. Deuxième victoire pour l'équipe Cervélo après celle de Tourushoft à Barcelone. Sylvain Chavanel, usé, fatigué, s'est accroché. Il termine 4e. Bien sûr, le classement général a changé. Levi Pleipheimer s'est arrêté. Veillée d'armes, veille de montagne, veille d'une dernière semaine dessinée pour que le suspense reste total jusqu'au dernier samedi du Tour. Une originalité, mais on le sait, ce sont les coureurs qui font la course. Même les plus beaux scénarios peuvent se déchirer en quelques kilomètres. Heinrich Hausler la veille l'a prouvé. Étape promise aux sprinteurs. Peut-il en être autrement? Sans doute parce que les ténors veulent s'économiser. 21 coureurs l'entendent autrement. 21, rarissime de voir autant de monde dans une échappée. Fait de course, une crevaison. Elle aurait pu changer peut-être la phase de l'étape. Jens Voigt tarde à être dépanné, personne ne l'attend. Le coureur allemand se lance dans une vaine poursuite et comprend. Il est rejoint par un peloton sous bonne garde. Pas tout à fait. Un homme a réussi à s'échapper. Quand on passe près de chez soi, on a parfois envie de s'arrêter au moins pour embrasser ses petites chéries. Surtout quand on se souvient avoir rencontré la maman sur un podium du Tour. Petite histoire du Tour. L'équipe Astana roule comme au bon vieux temps, celui où Lance Armstrong enchaînait les victoires. On ne change pas ses habitudes même en sortant d'une courte retraite. Là, les écarts sont importants. Ils ont des alliés. Par amitié, les copains du maillot jaune tout seuls décident de rouler pour essayer de le garder encore une journée. Ce scénario-là, personne ne l'avait pensé. En jeu, une première place au général. Et l'homme en question ne laisse pas indifférent George Hincapie, l'ami de Lance Armstrong. Le seul à avoir vécu ces 7 victoires à ses côtés. On imagine une certaine joie dans le camp américain des Astana, on le croit. Certains sont plus perplexes. Forcément, au fil des kilomètres, l'échappée s'est réduite. Et à 11 km de Besançon, une impression de déjà-vu. Un classique, d'un vainqueur de classique, c'était l'Amstel Gold Race, aux Pays-Bas en avril.
le coup de Sergueï Ivanov. Tout le monde sait qu'il va attaquer. Lui seul sait où il faut attaquer. Décisif, le champion de Russie a déjà gagné parce que personne ne reviendra. Absolument personne. Événement dans le monde du cyclisme. Le champion de Russie porte les couleurs de la nouvelle équipe Katyusha, lancée en décembre sur la place rouge, dont le parrain est Vladimir Poutine. Ivanov remporte sa deuxième victoire sur le Tour. La dernière fois, c'était à Aix-les-Bains et comme toujours, un signe de croix. Lui qui dit « J'espère faire bien sur terre pour aller un jour au paradis blanc ». Nicolas Roche, le fils de Stéphane au nom du père, termine deuxième. Commence alors un interminable suspense qui se termine par la déception du Tour. Comprend qui pourra, la formation Columbia joue sur tous les tableaux, jaune-vert et perd tout. Le jaune pour 5 secondes, le vert parce que son anglais Mark Cavendish a mal négocié son sprint. Il est déclassé. Incroyable dénouement. On se souviendra que c'est ici qu'a commencé la grande aventure du Breton, Christophe Lemaivel. Personne n'y croyait et pourtant, à Besançon, classement une nouvelle fois bouleversé, même si Nocentini reste en jaune. La très haute montagne se profile. Le Tour entre dans une semaine décisive et s'échappe une fois encore, cette fois, vers la Suisse. Où la montagne inspire forcément un grimpeur parti de France et déjà en Suisse, la côte du Rafour, formate la première échappée. Le peloton, pour une fois, n'est pas encore pressé. Franco Pelizzotti, encerclé par des coureurs français et espagnols. Une mode en ce mois de juillet. Dans cette échappée bien rythmée, on retrouve Sylvain Chavanel ou Pierrick Fédrigo. Des habitués, on attend. Le grappeur David Moncoutier. Il y a de quoi rêver. Fabian Cancellara a mis un point d'honneur. Lui, le champion de Suisse, a entré chez lui parmi les premiers. Honneur oblige, stratégie inspire. On frôle le sublime vu du ciel, on sent le peloton en tension. Les grimpeurs savent que le final est court. La deuxième arrivée en altitude, encore plus courte que celle des Pyrénées à Arcalis. Van den Broek, leader des silences totaux par procuration, révélé sur un Tour d'Italie, ne ménage pas sa peine. Aujourd'hui, tout est bon pour grimper devant. Brice Feillu a beaucoup appris, lui, justement, le vainqueur d'Arcalis. Mais le peloton est encore loin de la tête de course. Déjà, dans le final du col d'Emos. Loin quand même de l'arrivée, l'étape est longue sous le soleil. 207 km. Fabian Cancellara aime et connaît ses descentes, un jeu d'enfant pour l'enfant du pays. Pas tout à fait, il habite à Berne. Une échappée qui déjà sent le souffle du peloton sur sa nuque. L'équipe Liquigas a confiance en son grimpeur italien Vincenzo Nibali. Ce sont les grandes manœuvres. Le Tour a changé de vitesse. Un seul homme, le Slovène Simon Špilak, se sent l'âme d'une aventure en solitaire à l'approche de Verbier. Du rêve à l'état pur. Au pied du final, le peloton est en place.
Les favoris devant, les autres tout simplement éjectés. Verbier sert de rampe de lancement pour un futur podium à Paris. Contrairement aux idées reçues, Verbier est une étape clé. Une étape pour les grimpeurs, comme le Belge Jürgen van den Broek, l'Espagnol Mikel Astarloza. Tous les deux espèrent. Derrière, Carlos Sastre, le patron de l'an dernier, se désespère. Et il ne voit sûrement pas la deuxième accélération en une semaine du Conquistador Contador, dans la pure tradition des grands grimpeurs espagnols. L'enfant de Pinto, dans la banlieue de Madrid, met fin à toutes les supputations. Il est bien le plus fort sur les grands tours. Celui de France en 2007, d'Italie et d'Espagne en 2008. Même Armstrong ressent le poids des ans. Seuls les frères Andy et Frank Schleck, la même génération, semblent capables de lui tenir tête. Mais la fratrie n'y arrive pas. Alberto Contador, lucide et intelligent, assomme en Suisse le Tour de France. Un grand ménage en 6 km, 8 si on ajoute les Pyrénées. El Pistolero, son signe, chaque fois qu'il gagne, laisse Andy Schleck à 43 secondes. Mieux encore, Lance Armstrong a perdu 1 minute 36 sur son coéquipier. Dur retour d'un retraité à la réalité. On connaît désormais le nom du nouveau patron dans l'équipe Astana. Sous le regard de ses parents, un 3e maillot jaune dirige le Tour de France. Verbier, étape clé, il suffit de regarder les 10 premiers à l'arrivée. Classement général bouleversé, l'Anglais Bradley Wiggins étonne à la 3e place, le Breton Christophe Lemaivel se fait une place au soleil et dans le cœur des Français. Suisse, Italie, France. Le tour repart pour un dernier tour, une dernière semaine. Un tour que les jeunes ont kidnappé. Alberto Contador a 26 ans, Andy Schleck 24. Résumé parfait au lendemain de la 2e journée de repos. Aujourd'hui, le Tour monte sur le toit du Tour, le Grand Saint-Bernard, 2473 mètres. Un col de retour, 43 ans après. Cela ne freine personne, tout est désormais très clair. Même Lance Armstrong a compris. Le plus fort, c'est Alberto Contador. Ils ne le verront pas, mais le Tour flirte avec le toit de l'Europe. Des images rares en direct. La mode est au vu du ciel. On comprend pourquoi. Au pied de ce décor somptueux, Franco Pellizotti repart. Lui caresse son rêve. Passer avec le maillot blanc à Poix-Rouge chez lui en Italie. Et vogue l'aventure. Même pas le temps d'apercevoir au loin l'aiguille du Midi. Aiguille du Midi, pointe de clocher, tout semble ici. Si grand, si majestueux. L'aigle s'envole. Un Russe accroché à sa roue. Franco Pellizotti, Vladimir Karpets. Un duo en quête de conquête.
C'est en passant dans son pays que Franco Pellizotti a définitivement conquis ce maillot blanc, à pois rouge. Déjà si forte avant, l'équipe Astana semble surtout ici désormais une montagne imprenable. Les Basques ont renoncé au titre de meilleur grimpeur, peu importe qu'ils regardent, vers une victoire de prestige. L'heure est aux grandes manœuvres, en tout cas devant, loin, derrière. Un maillot serein et calme, mais faussement décontracté. Franco Pellizotti et Vladimir Karpet sont compris. Pour eux, l'aventure est finie. L'histoire du Tour, au petit et au grand Saint-Bernard, recommence ici. Et on se méfie. Les frères Schleck l'ont dit, pour eux le Tour n'est pas fini. Devant aussi on parle stratégie. Devenu désormais unique, le Tour c'est comme ça. Des regards, des interrogations et surtout de l'action, beaucoup d'action. Les frères Schleck, justement, passent à l'action, accélération. Lance Armstrong ne peut plus répondre. Seul pour Astana, Andreas Klöden et Alberto Contador peuvent suivre. Le coureur américain est devenu un diesel. Les jambes tournent un peu moins vite, mais le caractère est intact. Voici une image forte du Tour. Celle de son retour. Andy Schleck l'a entendu, il se retourne presque, ébahi. Quelques mètres plus loin, Alberto Contador lèvera le pouce. Pellizotti, on l'a dit, passe en tête des deux Saint-Bernard. Ils sont de moins en moins nombreux dans le peloton maillot jaune. Peloton prudent avant la descente du petit Saint-Bernard. Une descente délicate par son revêtement. Un petit saut et vous obtenez l'image choc du Tour. Grosse frayeur sur la route du Tour. Jens Voigt, c'est lui, sauvé par son casque, transporté à l'hôpital, touché au visage, mais rien de dramatique. Un miracle. Comme souvent cette année, un quatuor s'en va. Surprise, un autre le suit. Un bras de fer épique, étonnant et un final surprenant, ou plutôt une attaque surprenante. Ici, à 2 km de Bourg-Saint-Maurice. Celle de l'Espagnol Mikel Astarloza. Il a appris le métier en France, dans l'équipe AG2R de Vincent Lavenu. Il est revenu chez lui au Pays Basque. Un immense bonheur, parce que son équipe n'avait plus gagné sur le Tour depuis 2003. Il touche son Graal. Mais que de regrets pour les Français. Sandy Cazard, Éternel Second, Pierrick Fédrigo ou encore Amael Moina. Sur le Tour, seule la victoire est belle. Christophe Moreau, reparti désormais pour un an à la caisse d'épargne, a retrouvé ses jambes de 20 ans. Il règle le peloton maillot jaune. Mais ce sourire-là en dit long sur le bonheur de recevoir l'ovation d'un public redevenu complètement dingue du Tour. Et fier de ces coureurs français, ils sont 5 dans les 10 premiers du classement de l'étape. On croit presque rêver. Mieux même, le breton Christophe Lemaivel est désormais 7e du classement général.
Voilà l'étape du Tour. 5 cols. Le nouveau col, le col de Rome et une arrivée qu'a aimé en son temps Lance Armstrong, victorieux au Grand Bornand en 2004. Et ça repart. Chavanel en tête, Menchov retrouvé, Pelizzotti libéré. Le train Astana n'en revient pas, rien n'effraie les hommes du peloton. Le classicisme a vécu. Cadel Evans, lui, a vécu un drôle de tour, perturbé par des problèmes au sein même de sa formation. Moral en baisse, il baisse pavillon. Franco Pelizzotti continue de passer les cols en tête sans surprise. La surprise, il pleut sur cette étape en passe de devenir dantesque et étonnante, parce qu'une descente ouvre la route au retour de Tourushoft. Le Viking aime le Tour et le vert. 2 maillots distinctifs se suivent et les coureurs se cachent sous des vêtements de pluie. L'impensable se déroule sous vos yeux. Le maillot vert du classement par points réservé souvent aux sprinters se joue définitivement dans la montagne. Le Norvégien éblouit le Tour, un rayon de soleil sous la pluie, alors que Contador, pourtant maillot jaune, se débrouille tout seul. Pas facile, a priori, de partager la vie d'une star. D'ailleurs, ont-ils partagé quelque chose sur ce Tour? Pas si sûr. Andreas Klöden le ramène et nouvelle image forte. Un maillot vert passe en tête au col des saisies. Oui, vraiment saisissant. Quand on voit juste derrière une lutte de points pour un maillot de meilleur grimpeur, logique à 1650 mètres. Beaucoup plus bas, Tourushoft continue et affirme « It's mine », c'est le mien, le message est simple. Et la poursuite, efficace. On a beau avoir la réputation d'être le meilleur descendeur du monde. La route glisse, numéro d'équilibriste. En 1 seconde, son tour aurait pu basculer du mauvais côté. Même endroit cette fois pour Ahmet Chourouka et Denis Menchov. Du mal pour le Basque qui terminera mais abandonnera le lendemain. Le Tour en impose. On rêve d'une envolée vers les sommets. Feu vert pour un grand spectacle. Le col de Rome, une découverte, fait son effet. Armstrong joue aux équipiers et regarde le podium du coin de l'œil, en un clin d'œil. Frank Schleck repart. Délicate journée pour Lance Armstrong. Belle journée pour les jeunes stars. Des attaques, enfin. Encore des attaques et des accélérations. Mais impossible de décrocher le matador madrilène. Loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus bas, Vincenzo Nibali ramène les autres grands du peloton, dont l'étonnant londonien Bradley Wiggins, champion olympique sur piste de poursuite à Pékin. Andreas Klöden s'accroche, mais Alberto Contador le décroche. Une attaque sans doute préméditée. À cet endroit, il est le seul à pouvoir agir. Et les Schleck, les seuls à pouvoir réagir. On le sait, ça va gronder dans la chaumière Astana. Trop tard. La Colombière. Andreas Klöden n'est plus là pour voir Alberto Contador et les frères Schleck s'envoler. Ils ont abandonné l'Allemand, un peu épuisé, en tout cas incapable d'accélérer. Ce n'est pas le cas de Lance Armstrong. L'Américain le sait, il a perdu le Tour. Mais il aime se lancer des objectifs. Il veut perdre un minimum de temps sur les frères Schleck afin de pouvoir accrocher, pourquoi pas, un podium à Paris. Alberto Contador, conscient du travail des frères Schleck, se contente de suivre
Et il a la délicatesse de laisser passer par respect de la course. Et loin de ses intérêts personnels, l'aîné Franck, à qui le plus petit Andy voue une grande admiration. On se demande lequel est le plus heureux des deux, alors que Franck pourtant avait déjà gagné sur le Tour à l'Alpe d'Huez. Les écarts sont importants. Armstrong a suivi Nibali, le remercie, 2 minutes seulement de perdu, juste devant Andreas Klöden. La faute aux frères luxembourgeois, Andy et Frank Schleck, les seuls à pouvoir titiller Alberto Contador. Contador, vraiment, vraiment trop fort. Christophe Moreau et ses jambes de 20 ans, 8e. Le jeune Rémi Poriol, 10e. Classement général bouleversé. Lance Armstrong n'est plus dans les 3 premiers. La montagne est terminée, mais elle sert encore de décor. Décor sublime, magique. Celui du lac d'Annecy. Aujourd'hui, les choses sont simples. Il faut faire le tour du lac. Et les yeux sont braqués sur le champion olympique du contre-la-montre à Pékin. Le vainqueur de la première étape à Monaco. Porteur 5 jours du maillot jaune. Un Suisse métamorphosé après un hiver bien triste. Il pose les repères de cette drôle de journée. Une de plus. Un Suisse défie le temps et affole les chronos. Fabian Cancellara, plus fort que jamais, presque irrésistible. Un rapport, puissance, prise au vent, travailler en soufflerie, à vous couper le souffle. Un peu plus tard, Armstrong n'a plus qu'un souhait, une envie. Son retour est un événement médiatique, défiant toutes les lois du milieu. Son retour en France et son profil de perdant le font aimer comme personne ne pouvait l'imaginer. Du coup, il rêve de monter sur le podium à Paris. C'est clair désormais. Il affirme son caractère. Au départ, le champion d'Espagne du contre-la-montre, le leader du Tour de France. 2, 1, stop! On le sait, on ne gagne pas le Tour par hasard. 2 exemples. Cet hiver, Alberto Contador est allé quelques jours en soufflerie à San Diego. Et au mois de mai, il est venu reconnaître le parcours du contre-la-montre. Formidable rouleur, dans un style bien différent des purs rouleurs, il exprime toute sa vélocité. Ses fréquences de pédalage impressionnent. Et personne ne s'étonne de le voir pulvériser tous les temps intermédiaires. Sur la fin, intelligemment, il descend prudemment, mais finit vite, très vite, à plus de 50 km/h de moyenne. Il s'impose pour 3 secondes. Sa première victoire sur un contre-la-montre du Tour. Sa deuxième personnelle, la 3e avec Astana. Sa manière à lui de dire et d'affirmer bien fort, très fort, que fort ça rime avec Contador. Influence psychologique, défiance. Le jour où l'Américain annonce sa nouvelle équipe, ce sera Radio Shack, Made in USA, où lui Contador n'ira pas. Armstrong n'arrive plus à lutter, plus comme avant, mais il reste un grand coureur d'expérience qui ne lâche rien, ne perd rien, là où la course l'impose. Présent quand il le faut à son niveau, suffisant pour terminer 16e de l'étape. Ça semble éloigné de son glorieux passé, mais ça suffit, ça lui suffit, au moins pour l'instant. 16e de l'étape, il revient sur un podium. Mais la plus haute marche reste
la propriété d'Alberto Contador. 2009, maillot jaune, Excelbank, et à 3 jours d'un retour sur les Champs-Élysées. Christophe Moreau, encore 8e. Et au classement général, Armstrong, de nouveau dans les 3 premiers. Christophe Lemaivel sauve sa place dans les 10. Le tour touche à sa fin. L'étape vers Aubenas ressemble à un joker. Unique occasion de sauver son mois de juillet. Message reçu 5 sur 5 par 18 coureurs. Le peloton se presse, appliqué, concentré et pressé d'en finir et de voir l'ultime difficulté, le Mont Ventoux. Gagner, on le sait, c'est calculé. Alors l'échappée s'étire au fil des kilomètres et au fil de l'eau. Ils ne sont plus que 5. Jaroslav Popovic, coéquipier d'Alberto Contador, le sprinter des Cofidis, Leonardo Duque, le rouleur David Millar, José Luis Arrieta, l'Espagnol, et José Ivan Gutiérrez, autre Espagnol. Une belle étape à travers Isère, Drôme et Ardèche, sur un rythme élevé. Seul Leonardo Duque, le Colombien, sprinter de la Cofidis, change de rythme. Pour les autres, échappée terminée. Et pour lui, un numéro en solo inutile. Parce que la côte de l'Escrinet se profile. Pas dure, mais longue. Longue de 12 km. Longue et usante. Un piège de plus que les hommes veulent éviter. Leonardo Duque doit renoncer. Le terrain de jeu est idéal pour un puncher au gros cœur. Le profil de Laurent Lefebvre. Pour la 3e fois du tour, le nordiste se retrouve à l'avant. Lui qui attend depuis 2005 une nouvelle victoire. Pas simple, sur un terrain un peu compliqué, surtout avec des organismes fatigués. Mais une victoire de prestige ne se refuse pas, surtout un maillot de champion du monde sur le dos. Alessandro Ballan, embêté par un virus en début d'année, au point de renoncer à son tour à lui, le Tour d'Italie. Alessandro Ballan revient et Laurent Lefebvre s'accroche. L'Italien et le Français forment un duo d'expérience. Mais dans ce style de situation, il faut aussi un peu de chance. Pas de chance. Le peloton est trop agité pour les laisser respirer. 16 km pour finir, cela peut parfois sembler une éternité. Et regardez, 2e position Lance Armstrong, 3e position Alberto Contador. Les deux ne veulent pas se faire piéger. Le combat devient inégal. À 2 contre beaucoup trop d'adversaires. 2 formations en action. Le team Columbia de Cavendish, le team Milram de Tcholek. Les deux emmènent leur jeune prodige. Le sprinter moderne arrive à passer ce style de côte. Courage et hargne ne suffisent plus. À 2 km de l'arrivée, Laurent Lefebvre d'abord, Alessandro Ballan ensuite se rendent à l'évidence. Aubenas, qui n'avait plus vu le Tour depuis 1966, voit un sprint classique ou presque. Cette fois, la rampe de lancement est un Allemand plein de talent, Tony Martin, ouvre une voie royale à Mark Cavendish. 5 victoires sur le Tour, mieux que l'an passé, et déjà tout proche des records. Il est bien le meilleur sprinter du Tour. Certes, son maillot vert, mais peu importe. On ne peut pas tout faire, pas encore. Mais le livre des records lui tend ses pages. 5e victoire d'étape dans ce Tour de France.
Une journée pour rien, ou presque rien, n'était prémédité. Personne n'avait imaginé un nouveau sprint à Aubenas. Il faut être audacieux, voire même un peu fou, pour programmer une ascension du Mont Ventoux la veille de l'arrivée. Ou alors aimer les meilleurs thrillers, ceux où le coupable n'apparaît qu'à la dernière ligne. Bien sûr, l'idée est de laisser du suspense jusqu'au dernier kilomètre, riche idée, sur le papier. Peu importe cette originalité, elle donne une dimension humaine à l'étape avec un peloton sous haute tension. Peloton qui a vu et laisse partir une échappée. Que peut-il arriver? Les hommes forts ont d'autres chats à fouetter. On veut redessiner le podium final. Et il reste de la place, au moins sur la 3e marche. Andy Schleck aimerait bien que Franck soit à ses côtés. Alors, l'équipe Saxo Bank durcit le rythme. Désormais, il y a 2 courses en une, celle pour une victoire d'étape, celle pour un podium à Paris, comme si les deux n'avaient rien à voir entre elles. Personne n'a encore mis le feu, mais par ici en été, il n'est pas rare de voir la montagne s'enflammer. Les pompiers du ciel entrent en action à quelques mètres du Tour qui croisent, image rare, des véhicules en sens inverse. Le géant de Provence, le Mont Ventoux n'est pas encore en vue qu'un coup de vent éparpille la meute, une bordure pourtant annoncée. Mais fatigués, usés, bon nombre de coureurs se font piéger. Personne pour ce qui est des 10 premiers du classement général. Le Ventoux, le Mont Chauve les attend. Juan Manuel Garaté, grimpeur espagnol, arrivé cette année à la Rabobank, veut être le premier à le défier. Tony Martin le suit. Christophe Riblon, formidable pendant 3 semaines aussi. Les favoris font une foule estimée à plus de 500 000 spectateurs. Du jamais vu. Andy Schleck, jusqu'au bout essaye, suivi comme son ombre par Alberto Contador. À chaque fois, il se retourne, histoire de trouver du regard son aîné Franck. Un véritable frein à main dans cette montée, où chacun défend sa place. Christophe Lemével, le coureur de la Française des Jeux, héroïque depuis quelques jours. Il entend bien rester là-haut, dans les 10 premiers. Juan Martin Garaté et Tony Martin ont fini par lâcher Christophe Riblon, le coureur beauvaisien. Et le Ventoux ne fait pas tout. Trop d'intérêt sans doute. Andy Schleck, comme au Grand Bornand, attend. Il attend son frère et va laisser échapper une victoire promise, une victoire de prestige. Tous les plus grands pourtant ont gagné au pied de l'Observatoire. L'histoire dira que cette 96e édition avait 2 grands grimpeurs. Pas ceux-là, ceux-là. Andy Schleck, Alberto Contador.
Sur les pentes du Mont Ventoux, ce n'est certainement pas la fin espérée. C'est la fin d'une histoire de 3 semaines. Chacun veut garder sa place. C'est l'histoire aussi d'un maillot à pois dont désormais l'objectif est une victoire d'étape, enfin, comme il vient de le faire sur le Tour d'Italie. Mais Pellizotti coince dans les derniers hectomètres. Alors, les audacieux s'expliquent entre eux. Tony Martin, tout juste 24 ans, n'a rien calculé, rien imaginé, trop tard. Le malin Garaté peut en profiter. Erreur de jeunesse, victoire de l'expérience. Et comme un symbole, faute d'un bouleversement, les 3 hommes composant le podium à Paris terminent ensemble. Finalement, on avait rêvé de voir le Tour s'envoler ici sur le Mont Ventoux. Il est resté figé. Figé par un classement et une hiérarchie déjà bien établie, où Christophe Lemaivel sauve finalement une place dans les 10 premiers. Alberto Contador le sait, il a gagné. Son compatriote, Juan Manuel Garaté, ancien champion d'Espagne, en a profité. Il aura gagné une étape sur les 3 tours, Tour d'Espagne, Tour d'Italie et Tour de France. L'Espagne très forte toujours sur le Tour. Alberto Contador lui règne sur ce Tour et cela ne fait que commencer. Dimanche 26 juillet, le Tour est fini, presque. Il se termine par un défilé, une haie d'honneur aux héros de l'été. Un héros, toujours vêtu de jaune, heureux et libéré. Alberto Contador ne doit rien à personne. Son 2e Tour de France, il l'a dominé comme il domine les montagnes. Le grimpeur espagnol entame son règne, ainsi est son destin. Lui qui avait failli perdre la vie sur une route du Tour des Asturies. Le Tour de France depuis toujours se termine à Paris, avec maintenant les Champs-Élysées pour décor. Un circuit où l'équipe Astana a voulu entrer en premier, standing oblige. Et un final endiablé, juste quelques échappées lancées notamment par le japonais Beppu, tout un symbole. Des Français aussi, ils ont animé comme ils ont animé le Tour et gagné 3 fois. Retour gagnant pour Lance Armstrong, même s'il n'a pas gagné un 8e tour. Plus jeune, Mark Cavendish disait ceci: quand je m'entraîne, mon corps est sur mon vélo, mais ma tête est aux Champs-Élysées. Les champs s'ouvrent à lui. Un record, 6 sprints victorieux, dont le plus beau sur la plus belle avenue du monde. Alberto Contador s'envole, levé de la victoire au bout des bras, le 2 comme 2 victoires au bout des doigts. Deux coureurs colombiens aux 2 premières places à Paris, tout un symbole de la puissance de cette équipe sur les sprints du Tour. Bradley Wiggins, surprise de ce Tour 2009. Christophe Lemaivel, enfin un Français dans les 10 premiers. Et un podium de rêve sur les Champs-Élysées. Alberto Contador, parti pour un long règne. Andy Schleck, Lance Armstrong. À eux 3, ils pèsent 9 victoires déjà sur le Tour de France. Alberto Contador triomphe. Le grimpeur espagnol entame son règne. Lui dont la doctrine est vouloir, c'est pouvoir. Touruchoft, le Norvégien n'est peut-être pas le plus rapide du peloton, mais sûrement le plus complet et le plus souriant. Franco Pellizotti, la surprise, 3e du dernier Tour d'Italie et meilleur grimpeur du Tour de France. Enfin, comme l'an dernier, Andy Schleck est le meilleur jeune du Tour de France.